Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso émettant depuis Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et à chacun et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir et pour la première fois l'écrivain dramaturge, administrateur de théâtre, M. Martin Zongo. Il est avec nous, il a accepté notre invitation. M. Zongo, bonsoir. Bonjour, M. Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. C'est un plaisir. J'ai envie de vous dire aussi, monsieur le haut-commissaire, finalement. Quelle est l'appellation qui vous sied le plus dans tout ça? C'est monsieur Zongo. Monsieur Zongo. Oui. En tout cas, vous avez beaucoup de titres. On va essayer de les aborder au fur et à mesure de l'évolution de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Surtout dans ce contexte où les gens fuient les plateaux télé. Est-ce que vous avez eu des inquiétudes en disant, oui, j'accepte de venir parler, donner ma contribution? Oui, je n'ai jamais fui devant les responsabilités qu'il fallait assumer. Je pense que, comme vous le dites si bien, peut-être que mon parcours va le démontrer. Mais peut-être que la différence va se trouver dans la substance et dans la tonalité. On peut dire ce qu'on pense d'une situation sans vexer, sans blesser. Parce que dans une société, il y a trois types d'acteurs. Vous avez ceux du pouvoir qui évidemment dirigent. Vous avez l'opposition qui s'oppose. Et vous avez maintenant la société civile qui, en réalité, ne doit pas prendre fait pour l'un ou l'autre de ces deux premiers partis-là. La société civile doit jouer un rôle de plaidoyer, doit essayer de temporiser quand on voit que ça chauffe, doit essayer de booster quand on voit que c'est au ralenti. Et nous, on se trouve un peu dans cette position de la société civile. Nous pouvons interpeller, mais avec les formes qu'il faut, pour qu'on sache que nous cherchons à atteindre un objectif. On ne cherche pas à provoquer des réactions sentimentales ou émotionnelles. Quand vous le dites, c'est peut-être respecter les normes, mais est-ce que le contexte actuel s'y prête? Oui, dans tous les contextes, oui. On peut. Ça dépend du type d'individu, ça dépend des personnalités, ça dépend des caractères. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Sinon, on peut interpeller par exemple l'autorité actuelle sur un certain nombre de ses agissements, mais sans provoquer un bras de fer. Je pense qu'il faut savoir juste s'y prendre. Et ce qui dénie ce droit même à d'autres de s'opposer ou encore de faire des observations à l'encontre de la gouvernance. Oui, mais tout cela, quand c'est dit théoriquement comme ça, eh bien, ça peut amener une position qui consiste à dire « Ah non, on n'a pas le droit de nier à ces gens-là leur liberté aussi et leur droit de pouvoir prendre la parole. » Mais quand vous contextualisez les choses, vous savez que nous sommes dans une situation qui n'est pas une situation ordinaire. Nous sommes en période de guerre. Et quand on dit en période de guerre, ça peut à la limite même mettre une couverture sur l'ensemble des droits. Les puristes vont dire non, 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 il y a les droits même en période de guerre et tout ça. Mais quand vous projetez le regard sur ce qui se passe sur le terrain des opérations, quand vous dites que nous avons plus de 2 millions de personnes déplacées internes, dont personnes ou rares sont les personnes qui cherchent à savoir comment ces personnes-là vivent, quand vous vous mettez à tête que chaque nuit, chaque jour, il y a des frères, des sœurs qui sont sur la ligne de front là-bas et qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ait une victime. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous dites c'est pas une situation ordinaire. Et par rapport à cette situation-là, je dois être dans une disposition qui m'incite à consentir des sacrifices, même si j'ai un droit et que la situation fait que on vienne ronger un peu ce droit-là. Pour moi, on doit accepter parce que le contrepoids en face là-bas n'est pas du tout de la même teneur, de la même mesure. Est-ce que c'est antinomique? C'est antinomique parce que exercer librement ses droits en période de guerre peut engendrer des conséquences terribles. Je prends un exemple tout simple. Vous réclamez la liberté d'expression. On laisse un journaliste dire il y a une colonne de l'armée burkinabé qui est actuellement à Tougan et qui est lourdement armée, qui se dirige maintenant vers Gawa. Vous savez que d'une certaine manière, on les a vendus comme ça. Mais la presse ne fera jamais. Laissez-moi terminer. Je ne dis pas qu'elle fera, je prends une image pour que les gens comprennent. Alors, si une information est donnée comme ça parce que j'ai la liberté d'expression, vous imaginez les conséquences. On peut tendre une embuscade à cet étage. Et puis voilà, vous imaginez les désastres. Est-ce qu'il vaut mieux empêcher ce journaliste-là de pouvoir dire ça pour faire moins de dégâts sur les conséquences de ce qu'il va dire, ou bien il faut lui dire on n'a pas le droit de retenir un peu ta liberté d'expression
dis les choses comme tu les sens. Si tu as à répondre, tu vas répondre devant la justice, même si ça va permettre de décimer une colonne de militaires. Voilà un peu la lecture que moi je fais. Et je pense que en période de conflit, en période de guerre, comme celle que nous traversons, chacun devrait être, si tu veux, moins exigeant, un peu plus conciliant. Et nous, d'ailleurs, dans le secteur de la culture et des arts, ce sont les vertus, ce sont les valeurs que nous prônons. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il faut être conciliant, il faut être compréhensif, il faut être tolérant. C'est ça qui peut permettre peut-être qu'on avance ensemble. Là où on peut nuancer ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est important, parce que c'est un échange aussi au-delà du tout. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale des médias. Le journaliste ne va jamais sacrifier tout de même une colonne entre autres. Mais est-ce que la guerre peut couvrir, elle peut être un argument pour tout justifier dans la gouvernance d'un État? Pas du tout. Pas pour tout justifier. Mais il y a des pans de droits et de devoirs que la guerre impose. Si vous voyez qu'en avril, par exemple, on est allé jusqu'à prendre la loi de mobilisation générale et de mise en garde, c'est parce que tout ça, ce sont des actes qui sont prévus par le législateur pour donner au pouvoir ou aux autorités en place un certain nombre de libertés d'action qui vont forcément restreindre, brimer celle des citoyens. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour que la contradiction principale, qui est donc le conflit, le terrorisme, puisse avancer. Est-ce que cette loi n'est pas finalement une guillotine pour les personnes qui ont des voix contraires à la gouvernance du pays? Mais je dis qu'en période de guerre, il faut faire attention justement aux voix contraires. Je prends encore un autre exemple. Nous savons que nous avons des citoyens qui appelaient les autres à se retrouver pour dénoncer par exemple la vie chère, pour dénoncer les sacrifices que l'on demande aux uns aux autres pour l'effort de guerre qu'on appelle maintenant l'effort de paix. Mais vous savez que quand on a commencé le conflit, nous n'avions pas les moyens de riposter. Et tout le monde a suivi le désastre que nous avons subi ici. Mais avec l'arrivée du MPSR 2, sur lequel je ne jette pas des fleurs, je fais de simples constats. Quand ils ont fait un appel patriotique, les gens ont commencé à contribuer et qu'ils ont pu amasser une certaine fortune, ils ont fait des commandes, dans des difficultés d'ailleurs, qu'ils ont présentées au peuple. Et personne ne peut nier aujourd'hui que les choses se sont quand même un peu renversées. Je crois que la peur n'est plus du côté de l'armée du Burkina, mais elle est plutôt de l'autre côté, parce que même quand ils s'hasardent à attaquer, qu'ils veulent se replier, eh bien, on les poursuit toujours dans leur moindre retranchement. C'est un effort qui a été fait. Alors, si maintenant des gens sortent pour dire, écoutez, ne continuez pas à contribuer, ne continuez pas à consentir des sacrifices. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce message-là qu'ils ont voulu diffuser? Chacun peut interpréter les choses comme il veut, mais même l'évangile, il y a de l'exégèse, c'est-à-dire il y a des interprétations. Ce n'est pas sûr qu'on reste uniformément, mais quand on laisse entendre que nous voulons dénoncer la vie chère, nous voulons dénoncer les sacrifices qu'on nous demande, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de quoi, etc. La première compréhension que vous allez avoir, c'est ça, c'est pour dire aux citoyens, ne contribue plus. Retiens tes petites ressources et occupe-toi de toi-même. Mais j'ai dit dans un autre contexte, encore, à cause de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, j'ai dit dans un autre contexte que même si la guerre devait nous astreindre, nous contraindre à ne nous contenter que d'un seul repas par jour, si nous voyons ce qui se passe à la ligne du front là-bas, quand nous voyons les conditions dans lesquelles les PDI vivent, nous devons accepter ce sacrifice-là. Est-ce que la vie est chère? Je vous pose une question simple. Est-ce que la vie elle est chère ou elle ne l'est pas, selon vous? Pour moi, elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère parce que si on veut vivre selon le contexte de guerre dans lequel nous nous trouvons, elle n'est pas chère, d'autant plus que, regardez les VDP. Le VDP qui est un volontaire, qui va pour sacrifier sa vie, pour défendre le pays, pour défendre ma tranquillité et votre tranquillité à vous. Nous qui sommes en ville ici et qui nous promenons, qui continuons à vivre comme si le pays n'était pas en guerre. Ce VDP-là, il fut un temps où il n'avait que 20 000 francs par mois.
Pour lui, la vie est chère ou pas? Il est passé aujourd'hui à 60 000 francs CFA. Alors, mais est-ce que nous qui sommes ici, qui travaillons, si on veut être honnête, est-ce qu'il y a quelqu'un de nous qui touche 60 000? Non. C'est pour être honnête, hein. On ne touche pas 60 000. Il y a beaucoup qui frisent le million de salaire et qui vont toujours crier que la vie est chère. Je comprends. Quand on a atteint un standing de vie, c'est pas facile de dégringoler. Mais l'appel que moi je lance, en tout cas c'est mon avis, c'est mon point de vue, compte tenu du fait que nous sommes en période de guerre. Les choses ne peuvent pas continuer comme si on était dans une période ordinaire. C'est simplement ça que moi je veux comprendre. Je me dis que si quelqu'un pour 20 000 francs peut sacrifier sa vie, moi qui avais 200 000 francs, je peux dire, même si c'est 100 000 francs qu'on me prend, les 100 000 qui me restent là peuvent me permettre de vivre en attendant que la guerre finisse. Le retour de la paix et de la stabilité est un élément fondamental. Absolument. Mais je veux qu'on fasse une escale, vous l'avez dit tout à l'heure, la mobilisation générale. Alors, il y en a qui parlent d'abus aujourd'hui parce que ce sont plus les voix contraires qui sont ciblées. Est-ce que ça peut constituer en fait une utilisation perverse même d'une loi qui était là pour réglementer au moins ou encore appeler tous les citoyens à apporter leur contribution au retour de la paix et de la stabilité dans un pays? Toute utilisation qu'on fait d'un outil. Prenez un couteau. Un couteau, vous utilisez pour couper de la viande, pour couper des tomates, des condiments, ça marche bien. Mais vous savez à quoi on peut utiliser un couteau aussi. Ça veut dire que quand on veut utiliser quelque chose, il faut évidemment bien réfléchir. Parce que l'utilisation peut être positive comme elle peut être négative. Ici, on pense à des abus. Pour ma part, pour l'instant, je ne trouve pas que ce sont des abus. Je pense que si cette loi-là a été préconçue, parce qu'on ne l'a pas inventée, elle a été réfléchie et elle était là disponible en attendant qu'une occasion permette peut-être de l'utiliser pour effectivement résoudre ce genre de situation. Les gens ne peuvent pas être au front, en train de se faire tuer, en train de souffrir le calvaire et de protéger des gens qui sont derrière, qui, au lieu de les soutenir, évidemment, tiennent des propos qui peuvent décourager non seulement ceux qui sont au front, mais tous ceux qui dirigent le mouvement de combat, etc. et tout ça. Il y a des gens qui sont sortis, qui ont dit publiquement qu'ils ne reconnaissent pas le Premier ministre. Est-ce qu'un propos comme ça permet de mobiliser notre pays? Est-ce qu'un pouvoir peut faire l'unanimité dans une nation? Il ne peut pas faire l'unanimité, mais il ne faut pas non plus permettre à ceux qui vont permettre de faire donc la dispersion, de faire de la ségrégation. On ne peut pas leur permettre non plus d'avoir voix. Est-ce que ce discours n'a pas été aussi entretenu? Vous vous rappelez du passage du Premier ministre à l'Assemblée législative de transition qui avait dit qu'il n'avait pas vocation à réunir tout le monde. Est-ce que là aussi, ce n'est pas... il n'a pas ouvert une brèche dans laquelle certains se sont engouffrés éventuellement? On peut dire oui ou non, parce qu'en réalité, il a répondu à une attaque. Voilà, si on replace les choses dans leur contexte, il y a quelqu'un qui l'a un peu griffé à l'Assemblée et c'est pourquoi il a répondu comme ça, parce que il était plus ou moins fatigué du fait qu'il y ait des gens chaque fois qui dansent un pas contraire à la cadence que l'État veut imprimer et qui disent il faut rassembler tout le monde. Vous ne pouvez pas rassembler quelqu'un malgré lui. Si on revient sur le contexte actuel, tout ce qu'on envoie au front, etc., il est clair que ce sont des gens qui avaient en tout cas un autre ton, une vision différente de la vision du pouvoir. Est-ce que c'est la solution d'envoyer ces gens au front? Pas forcément. Mais je me mets dans la psychologie du pouvoir. Ils se disent, peut-être que c'est parce que ces gens-là ne savent pas exactement ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a eu un exemple en la matière. Je me rappelle du cas de Isaka Ouedraogo, qui était le président du CISAC, qui tenait aussi des propos assez durs sur les plateaux. Et lorsqu'il est parti au front, il est revenu, j'en profite pour le saluer, il a eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la réalité de ce qu'il a pris sur le terrain n'a rien à voir avec tout ce que lui, il proférait sur les plateaux de télévision. Il est passé sur au moins 4 ou 5 télés, il a tenu les mêmes propos. Je pense que c'est peut-être cette leçon pédagogique-là, je pense, que le pouvoir veut servir à ceux qu'on vient de réquisitionner pour qu'ils aillent toucher du doigt
la difficulté réelle dans laquelle le pays se trouve, pour voir si ça ne doit pas peut-être changer leur façon de voir les choses. Changer les façons de voir, on pense, tous les Burkinabés honnêtes aiment ce pays, chacun veut que la paix revienne naturellement. Mais je fais une escale encore sur notre fait. Vous avez parlé des activités du 31 octobre, c'était pour rendre hommage aux martyrs de 2014. Il y a le pouvoir qui a organisé. Ceux qui voulaient aller à la bout du travail, on leur a demandé de ne pas organiser pour éviter éventuellement des risques d'affrontement. Ils ont accepté donc ne pas le faire. Mais quand on voit la suite des événements, d'autres soutiens du pouvoir qui peuvent faire ce qu'ils veulent, d'autres ne peuvent pas le faire. Est-ce que cette manière de se comporter ne divise pas davantage la société burkinabé? Je reconnais que forcément, ça aura un impact sur la cohésion sociale. Ça, c'est clair. Mais je ne vais pas revenir sur les termes du Premier ministre qui dit qu'on ne peut pas non plus rassembler tout le monde. Théoriquement, c'est bon de balancer cette phrase-là. Alors, il faut que tout le monde se rassemble. Il n'y a pas un seul pays où tout le monde est rassemblé. Il y a des pays qui font l'exception. Si on prend le cas d'Israël, tous ceux qui sont des réservistes à Israël, même si on ne les rappelle pas, c'est d'instinct qu'eux-mêmes, vous avez vu sur les différents médias, sur les réseaux sociaux, c'est d'instinct qu'eux-mêmes ils reviennent parce qu'ils savent que le pays est en danger. Je ne suis pas sûr que ça soit la même chose chez nous, parce que voilà qu'il y a des gens qu'on a réquisitionnés et qui trouvent tous les alibis pour évidemment rejeter donc cette réquisition, etc. et tout ça. Mais on ne peut pas mobiliser, on ne peut pas rassembler tout le monde sous la même bannière, ça ne se réalisera jamais. Parce que contre la logique, il y a des gens qui vous tiendront des propos que vous ne comprendrez pas, malgré la situation que vous vivez. C'est pourquoi je pense que le pouvoir tient à cœur à ne pas leur laisser des plages pour s'exprimer, parce qu'ils vont démobiliser, ils vont décourager, et au lieu que tous ceux qui voulaient s'engager le fassent, eh bien, ils vont se dire, ah, mais si c'est comme ça, moi, je préfère me retenir. Je reviens sur le cas, par exemple, de la vie chère. S'ils prennent la parole et ils disent, en tout cas, on nous demande beaucoup de sacrifices, nous avons consenti jusqu'à présent, il faut quand même lâcher du lest et tout ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, bon, d'ailleurs, ils ont dit de ne plus cotiser, et ils vont s'arrêter. Est-ce que ça fait gagner le pays? Par contre, ceux qui soutiennent le pouvoir, qui sont prêts à encourager les autorités, à encourager ceux qui sont au front, à consentir les sacrifices pour qu'on ait plus de moyens pour avoir donc le matériel nécessaire pour bouter l'ennemi. Or, pourquoi est-ce qu'on va les museler? Il faut leur laisser faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays et tout ce que les gens, ceux qui veulent aller contre ou encore dire des choses contraires à ceux qui soutiennent, ils n'ont plus le droit de faire quelque chose. Alors, le verbe tout ici, il est dangereux. Mais vous avez vu des machettes qui ont circulé, des menaces qui ont été proférées contre des gens, quel que soit ce qu'on vit dans une nation. Est-ce que ce n'est pas encore plus dangereux de voir des machettes? On a vu des expériences douloureuses ailleurs. Absolument. Il faut peut-être craindre le pire pour un pays comme le Burkina. Je suis tout à fait d'accord. Si on revient sur cet exemple précis-là, je pense que le pouvoir aurait pu, et c'est là encore la vertu de la tolérance, le pouvoir aurait pu s'exprimer pour dire tous ceux qui nous soutiennent et qui le manifestent de cette façon violente-là, il ne faut pas. On n'a pas vu un seul communiqué de condamnation de quoi que ce soit. Peut-être que ça existait, que c'est nous qui n'avons pas vu, je n'en sais rien. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je dis, c'est que le pouvoir aurait pu faire ça pour calmer le jeu. Parce qu'effectivement, si on laisse les gens se rentrer dedans, ça va faire du vilain. On ne veut pas rappeler le cas évidemment du Rwanda, mais c'est cette image-là qui nous vient en tête lorsque des situations plus ou moins similaires se présentent dans notre pays. Ceci dit, c'était une menace. Mais parfois, il y a des menaces qui sont simplement dissuasives. C'est-à-dire, regardez par exemple les grands pays là. Ils sont armés, ils ont la bombe atomique, etc. et tout ça. Eh bien, si on va rester dans le cadre de la théorie, on va dire, mais si vous avez ça, vous voyez, vous mettez en danger toute la planète, etc. Mais ils ne l'utilisent pas comme ça. Mais c'est une arme dissuasive. Donc pour vous, une machette qu'on brandit, qu'on aiguise, c'est une menace dissuasive? Je n'affirme pas. Je fais un commentaire pour dire seulement, parfois, il y a des menaces qui sont faites pour dissuader. Voilà. Rien ne prouve, tant qu'on ne l'a pas vécu, qu'ils allaient passer à l'acte. Mais ça n'explique pas le fait qu'on n'ait pas condamné cela. Je répète encore, dès que l'autorité voit des choses de ce genre-là, il faut mettre le haut là, dire attention, n'allez pas jusqu'à cette extrémité-là, parce que nous sommes en train de jouer sur un terrain très dangereux. Jouer sur un terrain très dangereux, il y a un qualificatif, un double qualificatif qui prend forme, patriote, apatride. Est-ce que là aussi ça ne crée pas davantage des frictions au sein de la société burkinabé
qui a besoin plutôt de se rassembler que de se diviser. Oui, mais je vais dire, c'est facile de dire en théorie comme ça, la société a besoin de se rassembler. On ne va pas faire la cour éternellement aux gens, on va dire que je tiens des propos radicalistes. Oui, bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'avec vous, tout le monde est ensemble ou pas encore. Enfin, on a l'impression que je veux dire que la situation là, que chacun peut analyser, commande un certain comportement, commande une certaine attitude. Mais on n'a pas besoin de vous supplier pendant des années pour que vous adoptiez ce comportement et cette attitude. Pour moi, si vous êtes citoyen et vous êtes patriote, ça devrait aller de soi. Vous voyez? Mais si on est là en train de lutter durement au front, et il y a des gens qui traînent, on dirait qu'ils ne comprennent rien, et qui disent non, mais vous nous laissez de côté, il faut venir nous convaincre pour qu'on vous accompagne. À la limite, on ne peut pas dire que c'est gênant, mais c'est un peu gênant quand même. Est-ce que demander la bonne gouvernance, même étant dans une situation de guerre, c'est être contre un gouvernant? Ça dépend de ce qu'on met dans le terme bonne gouvernance. C'est quel élément de la gouvernance qui est décrié? Le fait qu'on ne concède pas trop de liberté, le fait qu'on veut encadrer un peu les libertés individuelles ou collectives, si ce n'est que ça, je dis, quand on fait une balance entre ces petites libertés-là qu'on peut rogner, qu'on peut ronger à quelqu'un ou à un groupe, et les catastrophes que nous enregistrons au front, les morts, les cimetières qui se remplissent, les millions de PDI, je dis, la balance va peser nettement du côté du front. Moi, si je suis un citoyen, un patriote, même si on me muselle, je vais jusque-là, même si on me muselle, on dit pendant tout le conflit-là, tu ne dois pas ouvrir la bouche. Je suis d'accord si ça peut aider à ce qu'on ne tue plus, si ça peut aider à ce qu'on recouvre notre territoire, si ça peut aider à ce qu'on ne remplisse pas nos cimetières, si ça peut aider à ce que notre pays-là retrouve sa quiétude, sa paix et reprenne son développement. Si c'est ça la contrepartie, je suis d'accord, même si on me muselle. C'est ce que moi je pense profondément. Je ne dis pas que c'est ça qui doit s'appliquer. La nation prime sur tout, à la limite. C'est parce qu'il y a une nation, il y a un adage qui dit que c'est parce que la tête est là que les yeux font mal. Si on coupe la tête, est-ce qu'il y a des yeux qui feront mal? C'est parce que la nation est là que nous avons un territoire, que nous avons un pays, que nous avons un statut de citoyen qui revendique ses droits maintenant et qui a l'obligation de concevoir, enfin d'exécuter ses devoirs. Voilà pourquoi nous tenons ce genre de propos. Est-ce que critiquer Je termine un peu avant ta question. Oui. Si notre résistance n'est pas à la hauteur de l'attaque et que les djihadistes qui avaient promis par exemple de fêter d'ailleurs Noël ou c'était quelle fête là au Orgo, s'ils arrivaient, est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont en train de revendiquer des petites portions de droits actuellement vont s'adresser à ces terroristes pour dire oui, vous êtes là, d'accord, c'est vous les nouveaux maîtres, mais nous aussi nous exigeons nos droits? Est-ce que ça sera le cas? Non. Vous savez que s'ils arrivent, eh bien, tout ce qui est droit est terminé. Donc, c'est pourquoi je dis il faut faire un regard comparatif seulement. Il faut accepter, puisqu'on ne nous prend même pas tout. On encadre. On dit, avant, vous pouviez aller 2 mètres à gauche. Aujourd'hui, on vous demande, allez juste 1 mètre seulement. Voilà, n'allez pas plus loin. Est-ce que la critique ne peut pas aussi contribuer à la construction de la nation? Parce que toutes les critiques ne sont pas forcément négatives. Mais c'est pourquoi je parle des formes encore. Oui. S'il y a une bonne critique, si je prends le cas de la dernière intervention du président du Faso à la montée des couleurs à la présidence, il a dit quoi? La présidence est ouverte. Tous ceux qui veulent dire quelque chose, proposer quelque chose, critiquer, qu'ils prennent attache à son cabinet. Et avant même qu'il dise ça, celui qui veut être honnête sait par quelle voie il faut passer pour faire parvenir une critique constructive. Je peux rebondir sur cette question-là pour aller chercher l'exemple, par exemple, d'une personnalité de notre pays qui est venue demander pardon ici. Tout le monde a apprécié cette façon de demander pardon. Mais si on va rester dans la théorie, on va dire, mais il a demandé pardon, vous voulez quoi encore? Est-ce que c'est comme ça qu'on demande un pardon? Non. Donc, critiquer, c'est bien. Mais si on y met les formes là, ça peut bien se passer, alors que si on ne met pas les formes, ça peut évidemment susciter ces incompréhensions et ces tensions-là que nous déplorons malheureusement. Alors parlons de l'histoire du Burkina, c'est très important. Oui. C'est une tradition de lutte. Il y en a qui parlent de 30 ans, 40 ans. Vous avez 66 ans aujourd'hui. Vous avez connu des vêtements et des pas mûrs certainement. Alors on vous dit clairement, oui, il y a une tradition de lutte qu'il ne faut pas sacrifier parce qu'au Burkina, il faut faire attention à la moindre étincelle parce que ça peut aller dans tous les sens. Est-ce que c'est votre opinion là-dessus? Oui.
le Burkina a une tradition de lutte. Oui. Je suis d'accord. Et toute lutte qui s'est déroulée au Burkina Faso a eu aussi évidemment ses partisans et ses contempteurs et ses opposants. C'est comme ça, c'est la dynamique dialectale de la société. Je crois que ça c'est normal. Mais le Burkina traverse actuellement une étape de son parcours historique qui n'a pas encore été vécue. Oui, c'est la première fois depuis 1960 qu'on est dans une situation de guerre de cette nature. On a connu la guerre Mali à 2 reprises, mais c'est différent. Mais c'est très différent. Oui. Parce que personne n'est rentré et a pris notre pays. Mais cette fois-ci, quand le président rencontrait donc les partis politiques et leur disait que est-ce que vous savez que le pays est presque entièrement pris, mais il y a beaucoup qui n'y croyaient pas. Mais quand on voit aujourd'hui le travail qui est abattu, des colonnes de terroristes, des centaines qui sont frappés. Le lendemain, quand vous faites encore un reportage, c'est encore des centaines qui défilent comme ça. Vous vous demandez finalement, mais ils étaient où même dans ce pays-là? Voilà. Donc, c'est une situation exceptionnelle, extraordinaire que notre pays traverse. Et par rapport à ça, on peut puiser dans l'expérience des luttes que notre peuple a toujours menées, c'est vrai. Mais il faut aussi prendre des initiatives pour faire face à cette situation exceptionnelle qui n'a pas déjà un passé, qui n'a pas une histoire dans laquelle nous pouvons aller puiser des enseignements. Il faut inventer les solutions. Mais ces solutions peuvent toujours s'inspirer du capital, des valeurs que notre pays a en son sein. Alors, est-ce qu'il faut se méfier du fauteuil présidentiel burkinabé? Oui. Il faut se méfier du fauteuil présidentiel burkinabé parce qu'il y a un ressort très puissant qui est caché sous ce fauteuil-là et on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se détendre. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va se détendre. Non. Et l'histoire nous a montré combien de fois ce ressort-là s'est détendu et a éjecté des présidents. Voilà, parfois à la surprise générale. Là, ça dit clairement que quand on dirige un pays comme qu'on appelle Burkina Faso, il ne faut jamais se dire c'est acquis pour toujours. Non. Et j'ai des partisans, des soutiens, donc rien ne peut m'arriver. Non. La bonne preuve, c'est la révolution. Quand le changement est arrivé, moi je n'étais même pas là, j'étais en Europe, j'étais en France. Et quand on m'a dit, il paraît qu'il y a eu un coup d'État chez toi, j'ai dit c'est faux. Parce qu'évidemment, j'étais un acteur vous avez été haut commissaire à 2 reprises. J'étais un acteur moderne de la Révolution. Je savais ce qui se passait dans mon pays. Je savais comment il était organisé. Si c'était sous la Révolution, l'infiltration des terroristes qu'on connaît maintenant n'aurait jamais pu avoir lieu. Ça, au moins, tout le monde peut le reconnaître. Donc, quand on a dit qu'il y a un coup d'État, je ne sais pas qui aurait pu faire un coup d'État dans ce pays. Ce n'était pas possible. Mais quand on m'a dit que c'était Blaise, bon, là, je savais que c'était le seul capable de faire ça. Voilà. Dans tout système armé, il y a toujours, si vous voulez, une petite faille, il y a toujours un tendon d'Achille. Et là, c'était le cas. Sinon, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Non. Alors, mais comme on dit, souvent, le ver là, qui va pourrir le fruit là, il est où? Il est dans le fruit. Il est dans le fruit. C'est souvent ça. Sinon, le fruit peut être attaqué de l'extérieur. Des oiseaux peuvent venir picorer, manger le fruit. D'autres éléments peuvent arriver à détériorer le fruit de l'extérieur. Mais pour qu'il pourrisse là, il faut que le verre là soit à l'intérieur. C'est ça parfois qui arrive. Voilà qui est bien dit. Restons donc dans la dynamique de la pédagogie. On a vu une déferlante d'organisations de la société civile qui ont fait des déclarations pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont même utilisé un mot, la fascisation du pouvoir. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu trop fort en termes de qualificatif de la gouvernance du Burkina actuel? Oui, je trouve que c'est un peu trop fort. Oui. Mais en même temps, je trouve que de la part de ces organisations-là, c'est un appel pédagogique. Oui. C'est-à-dire, on monte les enchères pour attirer véritablement l'attention du gouvernant sur la situation. Sinon, je suis sûr... Le gouvernement doit écouter ces acteurs. Il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Il ne faut jamais dire on est trop fort, comment on dit, le chien peut aboyer, la caravane passe. Non. Il faut écouter. Mais bien sûr, faire la part des choses entre ce qui peut être vrai, consistant dans ce qui a été tenu comme propos, et qu'est-ce qui peut sembler aussi peut-être excessif, une simple mise en garde, un avertissement, etc. Le gouvernement peut analyser puis faire la situation, mais il faut toujours tenir compte de ces choses-là, sinon on peut être surpris.
Surpris. Comme Il y en je a qui dis, vous diront qu'ils sont si forts que rien ne peut leur arriver. mais ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Non. Même Poutine, que l'on pense être l'un des présidents les plus protégés, les plus gardés, on ne sait jamais. Ouais. Un cas, oui. Le mardi 7 novembre 2023 devrait donc connaître l'ouverture du dialogue entre le gouvernement et les syndicats, dialogue social. Oui. Les syndicats ont tout simplement demandé le report du dialogue. Mais voilà, et ça commence par des petites choses comme ça, et puis finalement, ça s'envenime, et puis ça pourrit l'atmosphère, ça peut avoir des conséquences incalculables. C'est pourquoi je pense que tout en serrant la vis, comme ce que le gouvernement fait actuellement, il faut souvent aussi lâcher du lest. Comme je dis, dans nos traditions, le chef, le pouvoir est considéré comme une poubelle. Il faut accepter d'accueillir les immondices qu'on vous verse dessus. Je pense que ça, c'est un conseil aussi que les tenants du pouvoir doivent accepter. Voilà, que quelqu'un vienne déverser sa bile sur vous, d'accord, mais si vous analysez véritablement, l'impact de cette bile-là n'est pas énorme. Surtout que dans ce pays, on se connaît. Comme on dit, nous sommes dans un pays de savane. On se connaît, on sait qui est qui. Voilà. Qui peut dire quoi et pourquoi. Doit-on se méfier des syndicats au Burkina Faso quand on remonte l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Je pense que non. Parce que les syndicats, c'est une force avec laquelle il faut compter. Bien sûr que c'est difficile d'avoir une sorte de mariage parfait entre les syndicats et le pouvoir. De toute façon, par leur nature même, ils ne sont pas appelés à ce genre de mariage. Non. Mais un syndicat, ce n'est pas non plus une structure infaillible. Ce n'est pas une structure qui est constituée par des hommes qui sont dotés d'une puissance surnaturelle. Non. Ce sont des humains comme nous, mais qui décident maintenant de consacrer leur vie, voilà, à défendre un certain nombre de causes. Voilà. Parfois, la cause, elle peut être juste, parfois, on peut la trouver injuste, mais ils sont dans leur rôle. Mais ils constituent une force. Le syndicat constitue une force. Et je peux dire, par exemple, que si on s'en tient aux derniers éléments de notre histoire, notamment au niveau de l'insurrection, quand le syndicat s'est jeté dans la bataille, mais on a vu la tournure que les choses ont prise quand ils ont demandé aux gens de ne plus aller au travail, etc. Et tout ça. Surtout le coup d'État de septembre 2015, l'appel qui avait été appelé, enfin, qui avait été lancé pour la résistance au putsch de 2015. C'est ce à quoi je voulais faire allusion. Oui. Vous voyez comment est-ce que ça a pu peser de tout son poids pour la victoire finale donc des résistants contre ce coup d'État. Est-ce que vous êtes dans la logique de ceux qui disent, c'est une citation qui a été reprise un peu partout, le plus fort n'est jamais fort pour rester indéfiniment fort à jamais pour toujours? Bien sûr, ça, c'est une leçon, disons, universelle. Oui. C'est une leçon universelle, il ne faut pas cracher dessus. Je crois qu'un pouvoir fort doit être conscient de sa force, mais en même temps, avoir assez de philosophie, avoir assez de modestie, pour ne pas essayer de penser qu'il est invincible. Non. Parce que parfois, une déstabilisation peut venir de là où on s'y attend le moins. Ça peut arriver. Donc moi, je pense que... Là où on s'y attend le moins. Exactement. Oui. On pense que non, ces gars-là, ils ne peuvent rien faire. Et puis, de fil en aiguille, les choses vont s'enchevêtrer et produire un résultat auquel on ne s'attendait pas. Donc, il ne faut rien négliger. Comme je dis, les syndicats, c'est un partenaire social. Il faut absolument discuter avec le syndicat. Est-ce qu'il faut les laisser faire leur meeting à la Bourse du Travail comme quand ils veulent? Il faut négocier avec eux. Moi, négocier avec eux. Il faut négocier. Vous avez apprécié donc du reste le courrier qui a été envoyé par le président de la délégation spéciale? Absolument. Oui. Lui, il a cherché à éviter qu'il y ait donc le choc entre ceux qui menaçaient de s'en prendre donc, à ceux qui voulaient se réunir. C'était pas les syndicats seulement, il y avait tout un collectif. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il a voulu œuvrer à l'apaisement. Je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, je verrais d'un bon œil des membres du gouvernement qui approcheraient les syndicats pour dire messieurs, mesdames, nous savons que vous êtes dans votre rôle. Mais nous vous demandons de comprendre la situation. Est-ce que vous en appelez à l'humilité du gouvernement par rapport à cette question-là? Disons pas à l'humilité, mais disons à la tolérance.
Okay. Voilà, je préfère le terme tolérance, parce que ce sont des acteurs sociaux qui sont là, qui sont en train de jouer leur rôle. On peut dire qu'ils le jouent mal ou qu'ils le jouent bien, mais ce sont des acteurs sociaux incontournables. C'est selon. Chacun va défendre éventuellement sa chapelle en la matière. C'est pourquoi je ne prends pas parti pour dire, certains vont estimer qu'ils le jouent bien, d'autres vont estimer qu'ils le jouent mal, mais ce sont des acteurs sociaux incontournables. Alors, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut les approcher, discuter avec eux, essayer d'arracher des consensus. Des consensus. Il faut essayer d'arracher des consensus parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Maintenant, si après toutes ces démarches-là, qu'on peut rendre public, on voit que les positions se sont radicalisées, qu'il n'y a plus de compréhension possible, à ce moment, quand des mesures radicales vont être prises, l'histoire jugera. On se rappelle aussi de la médiation qui a été menée au niveau du palais du Moro pour quand même, encore une fois de plus, détendre l'atmosphère pour que le 31 octobre n'ait pas lieu à la Bourse du Travail pour ce meeting-là. Alors là, je suis content, par exemple, de ce rappel-là parce qu'on a fait référence à nos valeurs endogènes. Le Moro Naba, il représente quelque chose. Il y a des gens qui veulent remettre en cause son statut, on le sait, mais quand on voit les avantages qu'il apporte à notre société, à notre pays, je pense que nous avons intérêt à conserver, à consolider ce genre de référentiel-là, traditionnel, qui constitue des bases de cohésion sociale. On voit le rôle qu'il a joué aussi lorsqu'il y a eu les troubles en 2014. Donc ça, ce sont même en 2015, parce que quand le RSP voulait déposer les armes, quand c'était chaud, il a fallu encore aller chez le Moro. Absolument. Donc je pense que ce sont des valeurs traditionnelles qu'il faut conserver, qu'il faut consolider, parce que c'est ça qui peut nous permettre de nous retrouver lorsqu'à un certain moment, nous nous égarons dans nos contradictions. Alors, regardons dans le rétroviseur ensemble. De 1960 à aujourd'hui, aucun président burkinabé n'a terminé son mandat par la grande porte, on a envie de dire. Comment vous expliquez cette situation? Maurice Yamego, 66, il y a eu la mise en an, Césaire-Beau, Jean-Baptiste Sankara Blaise, 27 ans après qui est chassé par la rue. Vous avez encore Roch Kaboré, élu démocratiquement, 6 ans après coup d'État, Damiba 8 mois. Comment vous trouvez tous ces remue-ménages au niveau de la gouvernance au Burkina? Est-ce que le fauteuil présidentiel burkinabé est dangereux? Dangereux, pas vraiment dangereux, mais comme je l'ai dit, il y a un ressort puissant qui se trouve sous ce fauteuil-là auquel il faut faire attention. C'est ça. Sinon, la première grande victime, c'était Maurice Yameogo. Oui, en 66, le 3 janvier 66. Et ça aussi, c'est ce qu'on considère comme la première insurrection dans notre pays. Alors, Maurice, il a beaucoup de mérites. Et je crois que l'histoire lui reconnaît ces mérites-là. C'est lui qui a proclamé l'indépendance, c'est lui qui a refusé que des bases étrangères s'installent dans notre pays, c'est lui qui a fait... Donc, Maurice Yameogo, tout n'était pas négatif, contrairement à ce qu'on... Aucun président n'a cumulé un bilan entièrement négatif. Ça n'existe pas. Voilà. Seulement, pour des besoins de propagande et de défense de cause, on tait souvent ce qui peut être évidemment à l'avantage de la personne dont on parle. Et vous étiez en train de citer justement les valeurs de Maurice Yameogo. Bien sûr. Alors, c'est lui qui a fait venir encore la première télé dans notre pays, dans le paysage sous-régional francophone ici. Donc, il a fait beaucoup de choses qui sont à son actif aujourd'hui et que l'histoire va lui reconnaître. Mais il a connu aussi des difficultés, notamment de gestion. Voilà, je ne vais pas rappeler les précisions parce que l'émission n'a pas pour ambition de rouvrir des plaies ou de remuer le couteau dans certaines plaies. C'est toujours bien parce qu'on veut qu'elle soit pédagogique, cette émission, pour la postérité. Mais il ne faut pas justement que ça soit contre-productif non plus. Parfois, on peut viser pédagogiquement quelque chose et puis malheureusement, la cible n'est pas atteinte, ça crée l'effet contraire. Donc, il y a eu ce qu'on va dire un problème de gestion. Voilà. Mais il disait que le Burkina était une natte. Quand il se réveille le lendemain, il plie, il en fait ce qu'il voulait. Bon, ça, ce sont des ragots, je ne peux pas confirmer ça. Mais tout est dit que ces problèmes de gestion-là l'ont mis finalement en contradiction avec justement les syndicats, voilà, et d'autres groupes sociaux, notamment politiques aussi, et qui ont profité de tout cela pour créer la chienlit et puis le déstabiliser. Voilà, donc, mais sa chute a été une école pour la suite, on a l'impression. Mais oui, c'est-à-dire que quand il y a eu même l'insurrection de 2014, beaucoup se référaient avec fierté à la première insurrection de 1966. Donc, les syndicats, les hommes politiques ont dû réfléchir sur les causes et les conséquences
de cette première insurrection pour tirer des enseignements. Et peut-être que c'est ça qui a nourri aussi l'insurrection de 2014. Et même peut-être le 30 septembre 2022, parce que quand on a vu la chute de Paul-Henri Sandaogo Damiba, il y a eu aussi une déferlance pour l'avènement du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Et là encore, ça traduisait un peu la déception que les gens avaient emmagasinée par rapport donc au pouvoir qui a précédé celui de Damiba. Donc, quand il y a eu donc la prise de pouvoir par Damiba, les gens pensaient que c'était la solution. Mais malheureusement, ils ont déchanté. Est-ce que la fin du pouvoir de Damiba vous a surpris 8 mois après? Pas tout à fait. Je pense que lui aussi, il a commis de gros péchés. Il a commis de gros péchés. Quand il est arrivé, tout le monde avait placé la confiance en lui pour s'en prendre au terrorisme. D'autant plus d'ailleurs qu'on le présentait comme un expert du terrorisme. Je pense qu'il a soutenu une thèse là-dessus, où il a écrit un livre là-dessus, etc. Et qui était aussi un homme de l'élite, qui était au fond de tout ça. Donc on se disait, non, lui, il va peut-être nous faire avancer dans le combat contre le terrorisme. Mais malheureusement, on dirait qu'il a changé les priorités, il a changé les orientations, et il est allé du côté là où on ne l'attendait pas. Surtout le retour de Blaise Compaoré, qui n'avait pas du tout été apprécié des citoyens. Voilà, parce que là, notre justice, quand même, qui est une institution qu'il faut respecter, c'était prononcé sur le cas de Blaise. Vous ne pouvez pas aller enjamber toutes ces décisions judiciaires-là et puis les ramener sur un plateau d'or comme ça. Je pense que c'est ce gros péché-là qui a valu le fait qu'il perde la confiance des populations et la confiance des camarades aussi, qui avaient ensemble, évidemment, mené le premier mouvement, le MPSR1, et qui l'avait, lui, porté à la tête du mouvement. C'est une continuité de toute façon, parce que quand on a vu la déclaration du 30 septembre, ils ont reconnu que c'est une continuité du MPSR. Voilà. Ce sont des camarades qui avaient mené le mouvement, ils l'avaient placé lui, et comme il a déçu, on l'a mis de côté, le mouvement a continué. Est-ce que ça vous rappelle le CSP1, CSP2, entre Jean-Baptiste Ouédraogo et Thomas Sankara? Exactement, c'est à peu près la même chose. Sauf que là-bas, ce n'était pas les mêmes raisons, parce qu'ici, la raison principale, c'est le terrorisme, alors que pour les Sankara et les Jean-Baptiste, c'était des raisons idéologiques. Évidemment, c'était le nord contre le sud. Jean-Baptiste, il incarnait l'aile capitaliste, libérale et immobiliste et tout ça. Et Sankara, évidemment, c'était l'aile progressiste, l'aile novatrice, etc. Et tout ça. Je veux qu'on fasse... peut-être on s'accroche à quelques cas d'exemple. Maurice Yamewo, 6 ans de pouvoir, et Lamizana, 14 ans, Blaise Compaoré, 27 ans, et tous ont pratiquement été renversés. Est-ce à dire que c'est l'usure du pouvoir ou après, quand on est au pouvoir, il faut savoir partir quand il le faut? Disons qu'il y a les deux. Mais pour les cas que nous avons cités, l'usure du pouvoir ne peut concerner, de mon point de vue, que Blaise Compaoré. Là, évidemment, toutes les sonnettes d'alarme étaient tirées à l'intérieur comme à l'extérieur pour lui demander de cesser donc ce combat politique-là. Il n'a pas écouté et malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. C'est une fin, c'est une triste fin pour 27 ans. Vraiment, c'est une triste fin, mais d'aucuns diraient aussi que souvent, pas mal de choses se payent sur terre avant que vous allez rendre compte ailleurs aussi. Voilà, donc il y a certains qui pensent que c'est une façon d'enseigner les citoyens, d'enseigner les populations qu'il faut faire attention parce que vous pouvez récolter les pots cassés de votre vivant. En attendant même que le jugement divin, s'il existe, vous demande des comptes aussi. Est-ce que ça vous désole, vous, de voir aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne connaissent même pas leur généalogie? Mais bien sûr, ça, c'est un manque de racines. Si vous n'êtes pas enraciné quelque part, forcément, vous flottez. Et quand vous flottez, n'importe quel coup de vent vous emporte. Je pense que là, il y a un travail énorme à faire, de la part de l'État bien sûr, mais de la part aussi de tout ce qui est structure d'enseignement, d'encadrement, d'acculturation, je parle des artistes et tout ça, pour que les gens puissent effectivement prendre pied dans leur terroir, c'est-à-dire connaître leur histoire, connaître leur passé, connaître leurs ancêtres, connaître leurs valeurs, les hauts faits qu'ils ont incarnés et tout ça, pour pouvoir eux aussi se sentir maintenant éléments d'un groupe. Est-ce que c'est ce qui tue la jeunesse, ce manque de culture, cette méconnaissance de notre tradition qui fait qu'il y a la perversité au sein de la société, de la jeunesse aujourd'hui? Disons que ça ne la tue pas, mais ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit. Il y a des jeunes qui, sans rien connaître de leur passé, se conduisent bien.
ils ont reçu une bonne éducation, même si elle est moderne. Ils se sont ouverts à de belles expériences. Ils ont écouté beaucoup de conseils. Et puis, ils sont des jeunes très positifs. Mais si vous leur demandez de parler de leur passé, de leur terroir, de leurs ancêtres, ils ne connaissent rien. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Cependant, s'ils connaissaient aussi bien leur passé, ça allait être un plus pour eux. Parce que, à la rencontre du donner et du recevoir, si on leur pose la question sur leur passé, ils ne pourraient pas répondre. Ce qui va créer dans une petite atmosphère de gêne. On va montrer que quelque part, il y a un déficit de maîtrise de leur propre passé, de leur propre histoire, de leur propre culture. C'est ça que l'on peut reprocher. Mais c'est bon de connaître son passé, de connaître son histoire. C'est toujours mieux que de frotter. Alors, je veux parler de la révolution industrielle, culturelle en Chine, qui a été le moteur, on pourrait dire, le développement de ce pays. Et ça nous renvoie encore au Burkina. Chaque fois, le ministère de la Culture qui est ballotté de gauche à droite, qui est raccroché à d'autres services. Absolument. Est-ce qu'il faut clairement, une bonne fois pour toutes, avoir un ministère spécifiquement dédié à la culture et à la tradition burkinabé? Je l'ai dit il y a peut-être, je me demande si ça ne vaut pas une dizaine d'années, quand Aminata Bila animait son émission Écofinance. Elle a reçu un jour les hommes de culture, les artistes sur son plateau. Donc on peut toujours trouver la bande là-bas. Et moi j'ai dit que compte tenu de ce que nous représentons dans l'échiquier mondial par rapport à notre culture, nous sommes le pays du FESPACO, nous sommes le pays de la SNC, du CIAO, de ceci, cela, etc. L'effervescence et la créativité culturelle de notre pays n'est plus contestée par qui que ce soit. Donc c'est un référent. Il y a le ministre Mahamoudou Ouedraogo qui a même dit que le Burkina n'a pas le pétrole, mais le Burkina a sa culture. Ce qui veut dire que c'est une ressource inépuisable qui peut nous faire avancer. Et depuis ce moment, j'avais proposé qu'on prenne définitivement conscience de l'importance de notre culture et qu'on mette en place maintenant un ministre d'État désormais, un ministre d'État chargé des affaires culturelles, de manière à ce qu'on sache que la priorité est accordée aux affaires de la culture. On a l'impression que la culture ne sert que pour des propagandes ou des slogans politiques. Façon d'Anfani Kokodunda, après on vous dit produisons, consommons burkinabé. Sous Sankara, ça a été prononcé. Après, aujourd'hui, avec le temps, les gens portent sans beaucoup rechigner. Ministre d'État, vous avez dit, est-ce que vous avez... Oui. Je veux que le responsable de la culture soit un ministre d'État permanent. Ministre d'État permanent. Chaque fois que c'est la culture, c'est un ministre d'État pour montrer l'importance que nous accordons à notre culture. Et bien sûr, il ne faut pas que ce soit un ministre d'État décoratif. Il faut lui donner évidemment tous les attributs, tout le budget, toute la puissance qui lui permet d'impulser véritablement notre culture. Mais c'est sûr que si on arrive à ce niveau-là, la façon dont notre pays va se développer va étonner les gens. Les gens pensent que les promoteurs culturels, ce sont des mesureux. Non. La culture peut générer beaucoup de ressources. Est-ce que beaucoup de promoteurs culturels ne font pas dans la mendicité aussi? Mais c'est parce que justement, il n'y a pas les conditions pour que ces promoteurs culturels-là puissent démontrer leur capacité, puissent démontrer la puissance de leur frappe. Mais quand vous voulez créer quelque chose et que vous n'avez même pas le minimum pour le créer, vous avez seulement l'idée, comment vous allez faire? C'est difficile de regarder Apolline. Apolline a fait son film Sira, vous voyez le parcours qu'elle est en train de faire. Partout, elle récolte des lauriers. C'est à l'honneur du Burkina Faso. Mais le film a coûté combien? On ne pouvait même pas, à cause de la situation sécuritaire, tourner ici. Parce que je l'ai reçue, elle est passée sur ce même plateau pour nous expliquer un peu les conditions. Il a fallu aller à Mauritanie avec toutes les difficultés et tout ça. Mais pour avoir eu des appuis, pour avoir bravé tout ça, le résultat, il est comment? On a eu les talons de bronze. Elle est en train de parcourir le monde entier. C'est le Burkina. C'est l'étendard du Burkina qu'elle brandit partout comme ça. On en est fiers, hein, mais quand il s'agit de mettre l'argent pour ça, on ne veut pas le faire. Alors que sur les autres plans, c'est pareil, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, etc. Il suffit vraiment qu'un ministre d'État vienne et ait les possibilités, les moyens de s'occuper réellement de ces choses-là pour qu'on voit comment est-ce que... Imaginez par exemple que dans chaque province, il y ait véritablement une salle multifonctionnelle.
les salles du 11 décembre là ne correspondent pas vraiment à l'attente des artistes. Mais ça, c'est fait uniquement pour accueillir du monde, la politique et mais après, bien sûr. Alors, s'il y a une salle multifonctionnelle que l'on met dans chaque province, pourquoi le théâtre, le cinéma? Absolument. Une programmation maintenant. Dans la semaine ou dans le mois, vous avez toutes les disciplines artistiques qui peuvent passer. Mais ça permet aux artistes de travailler, ça leur permet d'entreprendre une tournée, d'aller dans les 13 régions du Burkina Faso, d'envisager l'extérieur et tout ça. Ça permet à nos films là ici de parcourir les 13 régions en attendant même de descendre dans les provinces, etc. Il suffit seulement qu'il y ait le courage politique de dire la culture là c'est notre pétrole, on va miser dessus, on va responsabiliser quelqu'un qui a vraiment la force et les moyens, et vous allez voir comment ça va booster le pays. Espérons que votre message est entendu. Inch'Allah, j'espère. Nous aussi, parce que vous êtes un homme de culture. Le théâtre, justement, vous colle à la peau, on a envie de dire. Vous êtes un baobab. C'est pas moi qui l'ai dit, vous avez reçu ce titre-là. Oui. Est-ce que vous pensez que le théâtre peut constituer un ferment pour l'unité nationale, la réconciliation et la paix au Burkina? Si je parle, on va dire que c'est parce que je suis homme de théâtre. Non, mais je vous ai posé une question. Je sais, voilà. Mais je dis ça pour les spectateurs qui vont nous écouter. Les téléspectateurs, pardon. Je dis ça parce qu'ils vont dire que je prêche pour ma chapelle, alors que non. Vous savez que nous sommes dans un pays qui n'est pas très alphabétisé. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup qui disposent d'une radio pour écouter. Il n'y a pas beaucoup, sauf dans les centres urbains, qui disposent de télévision pour regarder. Mais ceux qui sont en ville même ne lisent pas, ne parlent pas de ceux qui sont dans les campagnes ou ceux qui ne sont pas allés à l'école. Alors que le théâtre, c'est un médium, c'est-à-dire c'est un moyen par lequel on peut toucher un large public, quelle que soit la condition de ce public. Vous faites un film en français, les gens ne comprennent pas. Mais le théâtre, là, vous pouvez le jouer dans toutes les langues de ce pays-là. Et vous allez vous rassembler 500 personnes, c'est des messages que vous passez. Vous voyez, donc c'est un outil de prédilection que le pouvoir aurait pu utiliser pour faire d'une pierre plusieurs coups. Ça donne du travail à tous les artistes qui sont dans la chaîne du théâtre. Ça permet de cibler des messages de sensibilisation, de conscientisation et de les destiner à un public qui va bien le recevoir en s'amusant, en se distrayant, alors que la conscientisation entre. Et ça permet de parcourir tout le pays, toutes les régions, quelles que soient les langues, puisqu'on peut adapter la pièce là, à toutes ces langues-là. Vous voyez que c'est un outil merveilleux. Mais malheureusement, on prend ceux qui font du théâtre là comme des gens qui s'amusent. On n'a pas encore pris conscience. Les pays développés n'utilisent pas le théâtre comme un outil de sensibilisation. Bien sûr qu'il y a des messages que les pièces qui sont jouées là-bas portent, mais c'est surtout pour aller se détendre le week-end. On va au théâtre, on va au cinéma, ça fait partie de la culture. Même pour les élèves qui ne lisent pas aujourd'hui, le théâtre est un tremplin. Mais nous, par exemple, nous, par exemple, dans notre structure théâtrale, eh bien, il y a beaucoup d'œuvres au programme que nous avons portées sur les scènes. Hein, les bouts de bois de Dieu, les soleils des indépendances. Les élèves, quand ils viennent voir ça, parfois, ils ne se donnent même plus la peine de lire l'œuvre qu'on leur a imposée. Donc, c'est un formidable outil, tant pour les élèves, pour les étudiants, que pour la population en général, parce que notre pays a besoin de passer beaucoup de messages, de sensibiliser, de conscientiser. Et le cinéma, le théâtre, la musique, c'est ce qu'on appelle, sont des arts à large audience. Parce que vous faites une musique aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui vont écouter. Mais vous produisez un livre, c'est pas sûr qu'il y a 100 personnes qui vont le lire. On est pratiquement en fin d'émission. C'est allé tellement vite, intéressant à la fois, on a envie de le dire. On a envie même de vous recevoir plusieurs fois pour parler, puisque c'est vraiment la pédagogie. Mais je m'en voudrais terminer l'émission sans vous poser une ultime question. Oui. On entend des soutiens du président Traoré. Oui. Il nous regarde certainement à partir de cette émission sur Burkina Info. Je veux que vous lui dites un mot. Oui. Est-ce qu'il doit écouter ceux qui lui disent, qui lui prêtent ou qui veulent qu'il fasse un pouvoir à vie au Burkina Faso? Je pense que le président Ibrahim Traoré n'a même pas du tout cette idée en tête. Okay. Je ne pense pas. Si vous suivez le parcours, les discours, le comportement et les actions du président Ibrahim, il est focus sur le terrorisme, il est focus aussi sur un certain nombre de thèmes de gouvernance pour lesquels il aimerait laisser une empreinte, pour que ceux qui vont venir après, regardez par exemple ce qu'il a posé comme acte, en permettant à ce qu'on mette sur pied l'actionnariat populaire.
Vous voyez que ça a été un cheval de bataille de Laurent Gbagbo depuis des années. Il crie là-dessus, personne ne l'a jamais écouté. Ça, il a permis de réaliser ça, c'est une avancée. Donc, il est en train de regarder dans les différents secteurs de la vie nationale, et c'est ça aussi la mission d'une transition, quelles sont les balises que l'on peut poser pour que ceux qui vont venir après construisent sur ces balises-là. Je crois que c'est ça, je n'ai jamais douté du fait qu'il veuille un seul jour prolonger son pouvoir parce qu'il se délecte du pouvoir, pas du tout. Mais s'il y a des gens qui croient à ça et qui chantent ce refrain-là au président, eh bien, je vais lui dire de rester constant. Il a fait une déclaration importante à l'université qui reste pour l'histoire. Il a dit que si lui, il a une peur, c'est de décevoir ce peuple-là. Il sait que le peuple le soutient. Il ne veut pas décevoir. Et jusqu'à présent, sauf les petites tensions qu'il y a avec des groupuscules et tout ça, on ne peut pas dire que les Burkinabés sont en train de haïr ce président-là. Au contraire, quand vous suivez les manifestations de soutien, quand vous suivez les dons qui sont faits, quand vous suivez les éloges qui lui sont adressés, je pense que c'est un président du peuple. Mais dans le peuple, il y a plusieurs composantes et ce n'est pas non plus surprenant que quelques composantes aussi aient main à partir avec lui. Mais nous espérons que les choses vont se calmer, les esprits vont peut-être se refroidir et qu'ensemble nous irons dans la même direction qui est de bouter le terrorisme hors de notre pays. Après, on peut reprendre toutes les confrontations, on peut reprendre toutes les contradictions dans un état de droit normal. Merci beaucoup, Martin Zongo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment. C'était un plaisir. Alors, on a un mot. Vivement le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. On se dit rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bonsoir chez vous.